Donc, comment assurer de nouvelles pratiques? Et donc, on va parler d'assurabilité quelques instants. Bien sûr, l'assurabilité désigne l'ensemble des éléments qui permettent la création d'une assurance. Bon, bien sûr, il faut que ce soit conforme à la loi, qui est une ressource, que ce soit bénéficiaire pour l'assureur, c'est un agent économique. Spécificité donc pour l'assurance, il faut qu'il y ait un grand nombre d'assurés et ne compromette pas sa solvabilité. Alors j'avais prévu une présentation de 25 minutes, j'avais mal lu le planning. Donc je vais passer sur cette slide et donc regarder quelques spécificités de l'assurance récolte. Alors une assurance récolte assure une récolte sur un an. C'est simple à dire, mais il fallait le dire. Elle n'assure pas l'environnement, les dommages sur la santé des consommateurs, le paysage, etc. Et elle n'assure pas le potentiel de la culture ou du sol pour les productions futures. Donc, autrement dit, on distingue une contradiction qui peut apparaître. Une pratique agroécologique peut, du coup, s'accorder avec la minimisation des risques sur l'environnement, la santé, le potentiel de la récolte future, tout en aggravant le risque sur le rendement de la campagne. Donc, qui, au sens de la loi générale de l'assurance, pourrait être interprétée comme une prise de risque intentionnelle ou une négligence qui entraînerait finalement la nullité du contrat d'assurance. Et donc, on voit ici qu'il y a une contradiction. Une deuxième difficulté sur le plan un peu législatif, on l'a évoqué, donc je ne vais pas m'attarder, c'est qu'est-ce qu'une pratique agroécologique? Alors, quand on reste sur les généralités, il y a consensus, où il existe. Bon, entre guillemets, parce que ce n'est pas toujours aussi vrai que cela. Mais quand on regarde dans le détail, je vais prendre juste un exemple, l'irrigation, ça paraît de bon sens. Il y a il y a un excédent l'hiver, on le stocke, c'est que de l'eau, c'est pas polluant, et puis on le récupère un peu plus tard quand on en a besoin. Ça paraît être du bon sens, ça paraît ne pas compromettre l'écologie. Pour autant, quand il s'agit de faire des bassines un peu plus grandes, ça a été revendiqué comme des désastres agroécologiques. Donc, même sur des choses où il n'y a pas de problème sur le produit lui-même, on peut arriver à des questions d'interprétation et de difficultés à se mettre d'accord. Et puis, il y a beaucoup il y a beaucoup de pratiques culturelles. On l'a évoqué. Par exemple, qu'est-ce qu'un colza robuste? Bon, au bout d'un moment, il faut savoir ce que c'est et pouvoir le partager avec son assurance. Alors pour qu'une assurance existe, il faut qu'elle soit vraisemblable. On ne va pas aller trop dans le détail, mais s'il n'y a pas de gravité, bah, ça ne sert à rien de s'assurer. S'il n'y a pas de probabilité de survenance non plus. Donc il faut trouver quelque chose d'équilibré. Et en assurance récolte, on définit la perte à partir de la moyenne. Bon, une fois qu'on... c'est un peu limite, on dit comme je n'ai pas mieux que la moyenne, je suis en perte. Alors ce qui corrige ici cette notion de perte, qui nous permet de dire bah oui, effectivement, il y a une perte, c'est qu'on calibre l'indemnité grâce à la franchise. Donc au-delà de 20% par rapport à la moyenne, voilà, on accepte un peu mieux l'idée de la définition d'une perte dans ce cas. Et, du coup, ces pertes-là, avec l'arrivée de nouvelles pratiques, par exemple sur le milieu, le risque de perte totale, bah, il augmente. Alors, s'agit-il de réduire ou de supprimer les phytosanitaires pour que l'assurance puisse subsister? On parle beaucoup du hasard moral comme frein à l'assurance. Alors pourquoi? Parce que comme je suis assuré, je suis tenté de faire moins d'efforts de prévention ou moins d'efforts de protection. Ou comme c'est compliqué d'analyser qu'est-ce qui est mon sinistre, de le mesurer, peut-être glisser un peu de tentative de fraude. Et donc, qu'on met derrière le mot de hasard moral. Alors, ici, les assurants en ont conscience. Par exemple, dans certains cas, on va soutenir, dans un esprit de coopération, qui est un des principes fondateurs de l'assurance, on va soutenir l'effort de protection de la récolte, par exemple avec des frais supplémentaires de récolte. Alors, protéger le rendement de l'année ou protéger l'environnement, deux objectifs contradictoires. Alors, pour que l'assureur puisse intervenir là-dedans, il est nécessaire de préciser un peu le cahier des charges de l'assurance récolte. C'est un document qui fait quelques dizaines de pages, plus d'une centaine, mais du coup, en ajoutant une complexité supplémentaire pour que les deux acteurs puissent travailler ensemble à l'atteinte de cet objectif. Alors, en tarification, beaucoup de choses sont nécessaires pour que l'assurance puisse intervenir. Alors,
je vais m'attarder sur la partie haute qui intéresse ici l'agriculture. Alors, la profondeur de l'historique. Alors, plus on va loin dans l'histoire, moins c'est représentatif du futur, hein. Si on va chercher les sinistres de votre 205 GTI en 90, bah, c'est pas très représentatif de votre sinistralité aujourd'hui. Donc, si on prend aussi que l'année à l'opposé, hein, si on prend que les sinistres survenus en 2024 sur le blé pour tarifer 2025, ça ne sera pas représentatif non plus. Pourquoi? Parce qu'on vient de l'expliquer et le rappeler. On aurait pu prendre l'exemple de 2016, mais on vient de le rappeler, bah, c'est une année catastrophe et du coup, ça nous amènerait à des prix qui seraient là aussi catastrophes. Donc, on observe sur la récolte que pour assurer, il faut prendre un historique long lié à la variabilité annuelle. Pardon. Alors pourquoi il y a une telle variabilité annuelle? Eh ben, en fait, c'est que les risques sont corrélés. Cette corrélation, elle est géographique, hein, liée au climat. Voilà, les zones grêlifères, bah voilà, je suis un champ ou voisin, bon, je risque de la grêle quand même, hein. Et puis c'est aussi lié à des natures de récolte. Bah oui, parce que le blé et l'orge, par exemple, réagissent à défaut de manière égale, au moins de façon semblable. Donc ça nécessite du coup cela génère une variabilité annuelle qui nécessite la réassurance. Alors, on parle aussi souvent des extrêmes comme frein à l'assurance. Ce n'est pas le cas ici en assurance récolte, hein, parce que assurer un hectare, bah, c'est pas très cher, même s'il y a une perte totale. Bon, bien sûr, si ça survient à tout le monde, c'est la corrélation qui est impactée plus que la gravité lui-même du sinistre. Et puis, la capture de l'information, le calcul des probas conditionnels, tout ça c'est général à l'ensemble des assurances. Mais notons que pour l'assureur, il doit évaluer non seulement la prime, on se concentre souvent là-dessus, mais il doit aussi évaluer la solvabilité. Pourquoi? Parce que si lui-même est sinistré, il doit quand même payer vos sinistres. Donc il doit faire en sorte, grâce à la réassurance ou à d'autres événements, de pouvoir être solvable. Alors, outre les points mentionnés, on distingue que l'agriculture est très hétérogène. J'ai l'impression, enfin, je l'explique parfois aux étudiants, l'agriculture, c'est une somme de cas particuliers. On en tire des généralités parce qu'on en a besoin pour travailler, on a besoin pour tirer des hypothèses, on en a besoin pour faire des modèles. Mais quand on regarde, à chaque fois, on retrouve de l'hétérogénéité, ce qui pose la question de la segmentation. Bah oui, pour opérer une mutualisation, il faut que j'ai des groupes quand même. Alors, est-ce que je vais le faire par nature de récolte ou par variété ou par destination, là encore, ou sous variété? Des questions comme ça sont complexes. Et puis à quelle échelle spatiale? La région agricole, le département, la région, la France, c'est toujours des questions difficiles. Et dans le cadre du changement de pratique, bah, finalement, il n'y a pas tant que ça d'informations, pas tant que ça d'expérimentation. Et puis, il y a une interaction avec le global. Si moi j'arrête certains intrants, fongiques, insecticides, et que tout le monde le fait, c'est pas pareil que si je fais une expérimentation où je suis le seul à le faire. Il y a des interactions. Donc de la complexité au niveau actuariel. Et puis autre frein, toujours en lien, c'est les obstacles à la mutualisation. Alors l'assurance se base principalement sur la mutualisation. C'est le théorème central limite. Le théorème central limite a 3 conditions: identiquement distribuées, indépendantes. J'ai un élève qui sourit, et parce qu'il l'a entendu plus d'une fois, et une variance finie, même beaucoup plus qu'une fois. Et donc ici, quand notre variance est modérée, que nous n'avons pas de risque extrême, qu'on reprend du coup à cette gauche-là, et que les événements sont indépendants, bah, tout va bien, la mutualisation s'opère. Donc ici, nous n'avons pas de risque particulièrement extrême à l'échelle d'une exploitation ou d'une culture. Donc on est dans le cas où la variance à l'échelle d'une parcelle est modérée, mais que les risques sont fortement corrélés ou systémiques, ce qui rend la mutualisation inefficace et donc nécessite une réassurance privée, publique ou titrisation. On y reviendra à la titrisation dans quelques instants. Et donc, ici pour l'assurance récolte, que faire? On voit un accroissement possible de la variabilité. On l'a déjà montré, on a parlé du colza, mais aussi peut-être aussi un accroissement des corrélations, parce que si on ne traite pas, il y a des risques supplémentaires qui sont corrélés, comme par exemple certains ravageurs ou certains problèmes fongiques qui pourraient du coup avoir une corrélation spatiale forte. Le soutien donc
pour maintenir cette assurabilité, hein, le soutien de la réassurance, publique-privée, hein, est nécessaire, et la subvention, on y reviendra, nécessaire aussi. Donc, toujours cette préoccupation sur le cahier des charges qui doit s'adapter à cette, à ce changement de pratique qui s'annonce. Alors, j'aurais aimé parler longuement, hein, de la gestion du contrat, mais dans la gestion du contrat, on aimerait bien capter beaucoup d'informations, nous, assureurs, et puis en faire un modèle avec une entrée d'informations qui est vaste. La réalité nous amène à avoir moins d'informations. Par contre, ce qui va être compliqué, c'est définir finalement aujourd'hui la pratique culturelle. On l'a déjà noté à travers différentes présentations que elle se décline en 1000 façons, avec des impacts pour chacune à comprendre et à apprécier en termes de niveau de risque. Puis il y a aussi la question de la transition. Pourquoi? Parce que pendant que je suis en transition, j'apprends, donc je fais modérément bien, et donc j'obtiens un accroissement de risque qui n'est pas censé durer, parce que je suis censé apprendre et mieux savoir gérer les nouvelles pratiques agroécologiques. Et donc, quel soutien spécifique doit-on accorder à l'assurance ou dans le cahier des charges pendant cette période de transition? Et puis, est-ce qu'il faut envisager une surprime en cas de pratique agroécologique? Est-ce qu'il faut l'envisager? Donc là, on imagine que la question est publique. On a parlé de l'expertise qui est au champ chez Groupama. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que même si les modèles sont excellents parfois, il est difficile de les utiliser à l'imagerie satellite. On l'a vu aussi dans une autre présentation. On a aussi des risques de fraude quand on prend que le bon de livraison. Donc on trouve des difficultés. Par contre, qu'est-ce que le suivi de la pratique culturelle? Par exemple, j'annonce une forme de pratique culturelle. Est-ce que je l'ai bien mis en œuvre selon les règles de l'art? Je ne suis pas tous les jours au champ. Votre assureur non plus. Et du coup, ça pose une vraie difficulté. Et puis, l'assurance climatique aujourd'hui, dois-je l'étendre à des risques qui seraient sanitaires pour avoir une vision globale et une simplification auprès de l'assurance? Simplicité dont on parle maintenant, parce que qu'est-ce qui fait que j'ai envie de m'assurer? Alors, j'aurais aimé vous parler de tout cela, mais on va s'attarder sur la simplicité. Aujourd'hui, est-ce que la moyenne olympique, ça fait 20 ans qu'on la pratique, est-ce qu'elle est comprise? J'ai encore quelques doutes. L'assolement, vous imaginez ce que c'est un assolement pour beaucoup d'entre vous, quand vous devez le décrire à votre assureur, c'est un peu longuet, et puis en plus, il doit être parfaitement en lien avec ce que vous allez déclarer à la PAC ensuite, donc avec des corrections. Donc, c'est un frein pratique qui est souvent peu abordé dans la littérature. Pourquoi? Parce que on parle souvent du prix. Parlons et pareil pour l'expertise, elle doit être comprise, et ça, c'est un effort pédagogique constant pour les assureurs. Le prix a un vrai impact, parce que quand on a augmenté la subvention, on a diminué le prix, et on a vu que le taux de souscription a augmenté. On était parti globalement de 25 à 35% en grande culture. Donc, le prix a un impact. Mais d'autres aspects plus difficiles à mesurer ont aussi un impact. Et je voulais parler aussi de la conscience des risques. En fait, l'agriculteur a l'habitude, c'est un entrepreneur, il sait qu'il a des risques. Et il y en a certains qu'il a l'habitude de faire face. Ça fait le risque climatique, il le voit au quotidien. Au final, mon sentiment, c'est qu'un train peut en cacher un autre, mais aussi qu'un risque peut en cacher un autre. Donc la perception du besoin d'assurance est peut-être biaisée par le fait qu'il affronte, comme tout entrepreneur, une diversité et une multitude de risques. Marcel, il faudrait... Tu as une minute ou deux pour terminer, J'arrive. si c'est possible. Je vais essayer. Alors, l'assurance indicielle, ça paraît miraculeux. Alors, pourquoi? Pour deux raisons simples. Un, c'est une gestion simple. Donc, on dit ça réduit les coûts, et c'est vrai. Ensuite, les résultats sont non manipulables, donc ça réduit la fraude et les difficultés de mesure. Donc, ça, c'est vrai aussi. Par contre, ce que ça génère, c'est un risque de base. Un risque de base bien connu, puisque largement traité dans la littérature, notamment sur les marchés à terme. Mais il faut savoir que les marchés à terme ont eu un très grand succès et ont un très grand succès, mais sans les agriculteurs. Globalement, il y a peu d'agriculteurs qui vont sur les marchés à terme. Donc, ça explique que la difficulté à faire adhérer
un principe indiciel. Voilà, pour faire le lien à ce que je parlais tout à l'heure de la titrisation, je suis persuadé ou reste persuadé que l'assurance indicielle peut être une forme est plus adaptée sous une forme de titrisation. J'arrive à mes deux petites conclusions. La première, c'est que les études actuarielles que l'on peut voir envisagent des surcoûts en cas de changement de pratique en faveur de l'agroécologie. Mais heureusement, ou on l'espère, avec des contreparties, c'est-à-dire que si l'assurance coûte plus cher, j'obtiens plus de subventions. Je les prends. Et puis, il y a des coûts qui s'enlèvent, notamment des coûts d'intrants. On l'a déjà évoqué dans d'autres parties de cette matinée. Et enfin, une assurance qui encourage de nouvelles pratiques en faveur des ambitions agroécologiques. Déjà, elle continue d'assurer, même ceux qui sont en transition. Et ça n'a rien d'évident aujourd'hui. Non pas qu'il n'y ait pas des volontés de part et d'autre, mais il n'y a pas d'évidence sur le sujet. Et ne pratique pas de tarification dissuasive envers les agriculteurs en transition. Donc on pourrait dire officiellement je continue, mais en ayant un tarif. Alors est-ce que c'est un tarif égal? Ça, c'est la question reste ouverte. Ou est-ce qu'un tarif qui s'adapte, mais sans être dissuasif? La question reste ouverte. Et puis s'appuie sur un cahier des charges clarifié qui définit ce qu'est une pratique agroécologique au-delà des produits interdits. Parce que ça, il n'y a pas besoin de le mettre dans le cahier des charges, c'est interdit, voilà, il n'y a pas de souci. Et définit clairement les obligations de l'assuré et de l'assureur en cas de changement de pratique culturelle. Pourquoi? Parce que là encore, on se retrouve avec un problème de transition, donc pas de compétences complètement acquises, et puis des difficultés à évaluer le rendement, le rendement avant en méthode conventionnelle, le rendement espéré, en méthode conventionnelle, et après va changer elle aussi. Donc, elle encourage aussi et participe à l'effort d'acquisition des connaissances et expériences. C'est des sujets qu'on a déjà vus, mais auxquels l'assurance ne pourra pas avoir un lien ou une force directe, mais une force d'appui qui pourra être significative. J'ai dépassé. Merci Martial.